Vincent Herouet. Vous avez vu le chef d'état-major de l'armée israélienne là, qui est sur la base de Nevatim et qui annonce la riposte imminente, ou pas forcément immédiate, mais qui se prépare. Il est à l'endroit précis où les missiles balistiques iraniens ont frappé l'État d'Israël, parce que tout le monde a remarqué que 99% des engins envoyés par les Iraniens ont été neutralisés en vol. Et se sont heurtés soit au dôme de fer, soit à la fronde de David, soit à la chasse américaine, jordanienne, etc., etc. Bon. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont passés. Quelques missiles balistiques que les Iraniens prétendent hyper véloces, qu'ils ne sont sans doute pas, mais il y a quand même une véritable industrie balistique efficace, puissante. Et un jour sans doute, un jour malheureusement, ces missiles seront peut-être chargés d'une bombe sale ou de nucléaire. Donc, il y a un véritable changement stratégique, il y a un véritable défi, et le piège dans lequel ne veut pas tomber Israël, c'est d'avoir une riposte qui soit à la fois non dissuasive, c'est-à-dire trop faible, ou trop forte, qui s'attaque aux civils, ou inefficace. Donc il y a les Américains. Les Américains ne veulent pas y aller. Joe Biden n'a pas ça, son programme de campagne électorale. Il n'a pas eu un embrasement du Moyen-Orient. Et Joe Biden soupçonne en plus Benjamin Netanyahou de vouloir se maintenir au pouvoir grâce à ça. Donc c'est un dilemme pratiquement insoluble, et ça rappelle ce qui s'est passé effectivement le 8 octobre ou le 7 octobre au soir. Comment réagir, comment rétablir la dissuasion sans se retrouver isolé, seul au monde et accusé de toutes parts. Écoutons Monsieur Blinken. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous continuerons à défendre Israël et à protéger nos effectifs dans la région. Au cours des 36 heures qui ont suivi, nous avons coordonné une réponse diplomatique pour tenter de prévenir une escalade. Très vite. Blinken, oui. C'est un homme très intéressant à suivre, hein, parce que, bon, vous savez qu'il ne parle pas couramment français, qu'il est éduqué à moitié à Paris. Hein. Il est, en même temps, l'homme de l'administration Obama. Et comme d'ailleurs Biden. Et la moitié de l'administration Biden est une administration Obama qui n'a cessé, pendant les 4 ans où ils étaient au pouvoir, les 8 ans où ils étaient au pouvoir, de négocier un deal avec les Iraniens. Le grand rêve de M. Biden, c'est de faire mieux que Donald Trump. Absolument. Donald Trump avait fait les accords d'Abraham. Biden ne rêve que d'une chose, c'est un petit accord, au moins, avec les Iraniens. Et donc, il y a tout un dialogue entre Téhéran et Washington qui a donné ce spectacle inouï, où ils préviennent 3 jours à l'avance de ce qu'ils vont faire, et les autres ripostent en disant, bon, maintenant, halte au feu. C'est bon, c'est suffisant, c'est assez. Gilles William Goldnadel était avec nous hier, vous le connaissez, il intervient régulièrement sur notre antenne, et il était samedi soir à Tel Aviv. C'est une nuit blanche, hein, une nuit où on ne pouvait pas dormir, puisqu'on nous annonçait que les drones allaient arriver. Alors les drones, on nous disait que les drones allaient mettre 4 heures, 5 heures pour arriver, et que les missiles balistiques arrivaient aussi, mais que ça mettait, je sais pas, 1 heure. Donc inutile de vous dire que vous êtes à côté de l'abri et que vous attendez. Moi, qui ne suis pas d'un courage physique exceptionnel, j'étais dans la colère. J'étais dans la colère. Et puis, puisque je devais repartir le lendemain avec mon petit-fils à Paris, je me disais que je pouvais pas. Je n'imaginais pas un seul instant que 99% des missiles allaient être arrêtés par le dôme de fer et quelques autres. Donc ça a été, c'était encore une nuit que je n'imaginais pas non plus vivre un jour dans ma vie. On me dit que le ciel est fermé. Le ciel est fermé à 2-3 heures du matin. Comment voulez-vous que j'imagine, même en étant optimiste, que je vais pouvoir reprendre l'avion à 10 heures du matin? C'était incroyable et pour tout dire inespéré. Et en marge, évidemment, de ce conflit, une députée a demandé l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille. Une conférence portant sur l'actualité en Palestine devait se tenir jeudi à l'université de Lille. Et c'est la députée Renaissance Violette Spilbou
qui est venue plusieurs fois sur ce plateau et qui demande son annulation. Elle est pas seule, hein. Je crois qu'elle est avec nous d'ailleurs, Violette Spilbou, parce qu'elle est en Estonie, pour tout vous dire, en pleine campagne européenne, alors que les débats se radicalisent. J'interpelle le président de l'université de Lille pour lui demander l'annulation de cette conférence de propagande, comme l'a fait Rennes ou Bordeaux. Il y a également un tweet de Xavier Bertrand qui va dans ce sens. Nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France insoumise, et de Rima Hamas qui a Rima Hassan, pardonnez-moi. Rima Hassan qui à travers le logo Libre Palestine nie l'existence de l'État d'Israël. Je demande à l'université de Lille et au préfet son annulation. Il y a une pétition, signe notre pétition pour faire annuler cet événement. Non à l'islamisme et l'antisémitisme dans nos universités. Il y a également des réactions de l'UNI qu'on entendra dans une seconde. Mais puisque Violette Spilbou est avec nous, je voulais savoir. Bonjour Madame Spilbou. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Je voulais savoir si à l'heure qu'il est-ce que cette conférence est maintenue ou pas? À l'heure qu'il est, elle est maintenue, mais j'ai eu un échange avec le président de l'université de Lille et j'ai vraiment souhaité expliquer mon action politique parce que je sais que le président de l'université est très soucieux du droit, que cette conférence a été organisée par une association étudiante, mais il n'empêche que la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nos universités publiques doivent se laisser infiltrer de cette façon par la France insoumise, par l'idéologie de la France insoumise et encore plus à un moment de campagne électorale européenne où normalement, s'il y a des débats politiques à l'université, il faut que ce soit dans un esprit de pluralisme et d'apaisement. Là, ce qu'on voit, c'est Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, tous les deux en conférence. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires, et ce n'est pas leur destination. C'est là-dessus que j'ai souhaité alerter le président de l'université en particulier. Ces derniers jours, plusieurs prises de parole publiques de candidats LFI ont été annulées. Cela a été le cas à l'université Rennes 2, où Jean-Luc Mélenchon devait s'exprimer en compagnie d'Emma Fourreau, 9e sur la liste de LFI aux élections européennes. Et on sait qu'il y a un public qui est particulièrement réceptif dans les universités. Que voulez-vous dire? C'est surtout l'affiche qui pose problème. C'est-à-dire que sur l'affiche, vous avez un logo de l'association étudiante qui organise cette conférence, sur laquelle on voit une carte de la Palestine qui recouvre totalement Israël. Donc c'est-à-dire c'est un logo antisioniste qui prône la fin pure et simple du seul État juif au monde. Joachim Le Floch-Imad, qui connaît bien le monde enseignant, puisque vous-même vous enseignez. Oui, puis j'ai étudié à Sciences Po, donc j'ai vu tout un tas de dérives qui se manifestent à l'université de Lille. On voit bien à travers l'organisation de cette conférence que la gauche mélenchoniste se vautre une fois de plus dans le déshonneur, dans le clientélisme, en reprenant à son compte tous les éléments de langage, tous les codes du Hamas, non sans un certain succès, puisque Mélenchon en fait 70% chez les musulmans à la dernière présidentielle. Maintenant, est-ce que tout ça est surprenant? Je ne pense pas. Enfin, il y a toujours eu au sein de la gauche intellectuelle, politique, littéraire, une détestation profonde d'Israël et un antisémitisme viscéral. Enfin, il y a qu'à reprendre les propos de Sartre, de Foucault, qui était totalement fasciné par la figure de l'ayatollah Khomeini, Jean Genet qui parlait d'Israël comme une ecchymose sur l'épaule musulmane. Maintenant, est-ce qu'il faut interdire cette conférence? Honnêtement, je suis pas sûr. Autant je suis le premier à être écœuré par tout ce qui va s'y dire, autant est-ce qu'on peut dénoncer la cancel culture à longueur de temps et reproduire ça et permettre à ces gens de se poser en victime ensuite? Je sais pas si c'est la bonne méthode stratégiquement. Madame Spilbou, je rappelle que vous êtes députée Renaissance. La décision, alors c'était jeudi 18 avril, donc c'était après-demain, on est le 16 avril aujourd'hui. Quand est-ce que la décision sera prise? Qui la prend? Est-ce que c'est le préfet? Et sur quelle base légale, une fois que vous avez mis en place vos arguments, quelle base légale sera prise en compte? L'ordre public? Il y a pour moi deux moyens d'action. D'abord, le président de l'université a un règlement intérieur qui dit que les locaux universitaires doivent être réservés à l'enseignement et au débat dans le cadre de l'enseignement. Si on considère que cette conférence de la France insoumise avec des personnalités notoirement antisémites est en fait un meeting électoral en campagne européenne, je pense qu'il a les moyens de décider d'annuler cette conférence. Et puis le deuxième... La plus répandue. Et de la ministre de l'Enseignement supérieur. Et de la ministre de l'Enseignement supérieur qu'on n'entend pas comme toujours. D'habitude. Parce que les universités sont indépendantes, c'est cela. Non, mais c'est là la question que je voulais poser justement à Madame Spilbou, c'est-à-dire est-ce qu'elle a fait part également de sa position à Madame Sylvie Retailleau, qui est aux abonnés absents là en ce moment. Mais comme tous les ministres de l'Enseignement supérieur depuis des années. Elle, sur ces sujets-là.
Sur ces sujets-là, on ne les entend jamais. Elle particulièrement, quand même. Hein. Oui, enfin... Frédérique Vidal avait tenté... oui. La question est posée. Est-ce que vous avez eu un échange avec la ministre de l'Enseignement supérieur? Oui. Alors, j'ai bien sûr alerté son cabinet, mais vous savez, que ce soit le président de l'université ou le préfet du Nord, chacun souhaite aussi être respectueux du droit. Donc, moi, je fais une alerte politique. J'ai un président d'université qui est courageux, avec qui il y a un vrai dialogue, qui défend l'université, mais qui est aussi soumis à ce qui se passe dans la société tout entière, c'est-à-dire un entrisme de la France insoumise avec des pressions, de l'agression, des menaces, y compris sur des étudiants d'autres bords politiques qui voudraient, eux, organiser des conférences et qui n'osent pas le faire, qui n'osent plus le faire dans nos universités. Et puis, quant au préfet du Nord, bien sûr, j'ai eu un échange avec lui. Lui, il n'agira que s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Je vois une mobilisation d'associations étudiantes pour s'opposer à cette conférence dans des locaux universitaires. Eh bien, je crois que s'il y a un risque à l'ordre public, peut-être elle sera annulée. Moi, merci. En termes d'alerte politique. Merci beaucoup Violette Spilbou. Je disais tout à l'heure que vous êtes une députée Renaissance et vous êtes en Estonie. Qu'est-ce qu'une députée Renaissance fait en Estonie? Alors, d'abord, je fais un voyage privé avec mon mari. Excusez-moi. Non, si c'est privé, il n'y a pas de souci. Je pensais que c'était... donc je retire ma question. Ma question n'a pas lieu d'être. J'en profite pour visiter Tallinn, qui est une ville très inspirante pour l'île 2026. Voilà, vous savez tout. D'accord, effectivement. Pour l'île 2026, parce qu'elle sera candidate au municipal, c'est le message. Ça ne m'a pas échappé. Et vous avez bien fait de le souligner, cher Gauthier Lebret. Merci beaucoup, Madame Spilbou. Et j'allais dire, c'est vrai que c'est la période de vacances scolaires en ce moment. Absolument. Donc la deuxième semaine. Nous sommes d'accord. Yvan Lecause est un des représentants de l'UNI. Il est intervenu également sur ce sujet. Par le biais d'infrastructures publiques, donc par le biais de nos universités, et souvent d'ailleurs invités par des organisations subventionnées aussi par l'argent des Français, ils viennent tenir des meetings politiques à l'université. Je pense qu'il y a deux publics à qui ça peut plaire. On a d'abord un public d'extrême gauche qui est convaincu par le discours de la France insoumise. Et on a également un public qui est un public, souvent un électorat musulman, que la France insoumise essaie en permanence de séduire. Et d'ailleurs, on a pu voir lors de la dernière élection présidentielle que ce public a été séduit. Et c'est pas n'importe quel électorat musulman, c'est un électorat musulman qui est souvent très radical. Je vous ai montré hier le meeting à Montpellier où Madame Rima Hassan avait pris la parole, qui est 7e, je crois, sur la liste de la France insoumise. Donc éligible, hein. Exactement. Et Monsieur Bensoussan, je le rappelle, essayiste, qui était ce matin avec Sonia Mabrouk, a parlé de Rima Hassan. C'est Palestine libre du fleuve à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu annonces la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme. C'est une honte absolue pour la nation française. C'est intéressant, et il le dit avec beaucoup de courage, là encore, Georges Bensoussan. Voyez cette séquence que je vous ai montrée hier, où dans un meeting, des jeunes gens français crient « Israël assassin ». Il y aura une liste Free Palestine, disiez-vous? Oui, absolument. Il y aura de la concurrence donc pour la France insoumise aux européennes. Oui, une liste européenne Free Palestine qui va se coordonner. Il y aura une coalition, ça sera annoncé à Bruxelles la semaine prochaine, qui va se coordonner dans plusieurs pays européens. Il y en aura une en Belgique, il y en aura une en Allemagne, il y en aura une en Suède. Et en France, c'est l'Union des démocrates musulmans français qui va mener cette liste. Leur programme est simple, la disparition pure et simple de l'État d'Israël, avec le même logo qu'on a vu sur l'affiche de la conférence de la France insoumise. C'est pas la première fois qu'ils se présentent à une élection. Ils l'ont fait aux législatives où ils ont fait des mauvais scores, leurs candidats autour de 1%. Aux dernières européennes, plus de 20 000 voix. Ils visent surtout les municipales, parce que dans certaines villes, par exemple Garges-les-Gonesse et Mantes-la-Jolie, ils ont fait autour de 7% aux dernières européennes. C'est ça d'ailleurs que n'a pas compris, je pense, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, c'est que la logique c'est d'avoir après une liste complètement indépendante de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment. Oui, mais pas à la présidentielle. Pas à la présidentielle, mais c'est que lui-même sera exclu. C'est les municipales qui les intéressent. Voilà, ils peuvent gagner des villes. Quand vous faites 7%... Georges Bensoussan, vraiment dont la parole est forte, intelligente, courageuse, il a parlé de Jean-Luc Mélenchon, et évidemment, ce qu'il a dit fera fortement réagir. Écoutez.
Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires. Mélenchon, Doriot, même combat, oui, ça va même faire réagir combat. Ce que vous dites. Oui, même combat. Je suis assez historien pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939. Alors les gens ont oublié sans doute Jacques Doriot, qui était un ouvrier au départ, qui a milité aux jeunesses socialistes, qui a adhéré au Parti communiste, et il préconisait une politique de collaboration avec l'Allemagne dès 1939. Il dirige le journal collaborationniste Le Cri du Peuple. Il s'engage en 1942 dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, en combattant sous l'uniforme allemand. Donc évidemment le parallèle fera réagir. Je vous ferai réagir tout à l'heure parce qu'il est déjà 9h22. Oui, mais rapidement, il faut réagir. Les personnes qui peuvent s'intéresser à l'histoire politique regarderont aussi le parcours du courant lambertiste auquel appartenait autrefois Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Et Charlotte, qui s'est pas exprimée dans ses premières 20 minutes, aura également bien sûr la parole. Souvent on me dit, laissez parler Charlotte. Oui, mais je vous laisse parler pour ensuite... Exactement. Et je n'aime pas quand on me dit ça parce que j'aime vous écouter. Comme j'aime écouter Jean-Pierre Foucault, Monsieur Foucault, qui est là. Monsieur Pro, comment allez-vous, Monsieur Pro? Écoutez, remarquablement, et vous? Écoutez, pas trop mal, je m'y fais à Europe 1, finalement. Hein. Mais bien sûr, alors je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, que vous êtes sur Europe 1 toute la semaine, que notre ami Thomas Hull a le joker de luxe le plus exceptionnel de la profession. Jean-Pierre Foucault, il faut bien le reconnaître. Oui. Exactement, et là vous êtes à l'antenne jusqu'à 11h sur Europe 1. Nous vous embrassons, cher Jean-Pierre, et nous vous disons bonne émission. Merci. Il est 9h23.